Il faut s'imaginer la scène. C'est lundi matin, on arrive au bureau, on prend son petit café, Ouais, le rituel classique, quoi. voilà. Sauf que pendant le week-end, il y a un collègue qui a lu l'intégralité d'une doc technique de 10 000 pages, Ah ouais, le collègue très motivé. très motivé, oui, et il a identifié et corrigé 3 failles critiques sur les serveurs, il a mis à jour les bases de données et il a rédigé un rapport de synthèse nickel prêt à être envoyé à la direction. Sans demander d'heures sub, j'imagine, hein. Bah non, pas de pause, pas d'heures supplémentaires. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que ce collègue n'est même pas humain. C'est là qu'on bascule dans une autre dimension. Exactement, c'est le niveau d'automatisation qui redéfinit complètement le monde du travail aujourd'hui. L'IA générative qu'on connaissait avec ses petites fenêtres de chat, c'est un peu dépassé. Totalement. L'enjeu, c'est plus de discuter avec la machine. C'est de lui déléguer des processus métiers complexes, de A à Z. Et je suis ravie d'explorer ça aujourd'hui, parce que c'est une transition technologique majeure. D'ailleurs, pour reprendre une analogie, l'IA classique, c'est un peu comme un stagiaire. Un stagiaire hyper brillant, mais qui a besoin d'être materné, quoi. C'est ça. On doit faire du micromanagement, il fait des fulgurances pour écrire un mail, mais si on lui dit de coordonner un projet sur 3 jours, bah il s'effondre. Il a besoin qu'on lui tienne la main à chaque étape. Alors que là, avec les agents autonomes, on parle carrément d'un chef de projet virtuel. Et ça nous amène directement à notre analyse du jour. On a sur la table un document qui montre super bien cette bascule. C'est le programme d'une formation certifiée Calliope 2026. Proposé par Jérôme Yavaron, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça s'appelle Formation Agent IA Niveau Expert. C'est un cursus intensif de 2 jours. Et notre mission pour cette exploration, c'est de comprendre ce qui vient après les bases de l'IA générative. Comment on passe du stagiaire au chef de projet, en gros? Exactement. Et la première chose qui saute aux yeux dans ce document, bah, c'est le filtre à l'entrée. Ouais, on est loin du grand public. Complètement. On a souvent vendu l'IA comme un truc magique, super accessible, où il suffit de parler pour avoir des miracles. Mais là, pour cette formation, il y a des prérequis hyper stricts. Il faut déjà être ingénieur ou technicien et surtout avoir validé une formation en IA générative avant. C'est ça. D'accord, décortiquons tout ça parce que c'est super intéressant. Ça prouve que l'intégration en entreprise, c'est pas juste poser des questions existentielles à un chatbot. Pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'évolution du langage. On change de paradigme. Mais justement, le programme parle de maîtriser une ingénierie de prompt pas avancée. Et là, on voit des termes genre format XML, Markdown, intégration de variables. Ça fait très programmation pure et dure. Bah oui, ça m'a fait tiquer. On nous disait que l'avantage de l'IA, c'était de lui parler normalement. Et là, on demande à des ingénieurs d'utiliser des balises XML. C'est pas un peu un retour en arrière? En apparence, oui, on pourrait croire que c'est un retour en arrière. Mais en fait, c'est la seule solution pour régler le gros problème de l'IA, à savoir l'ambiguïté. Comment ça, l'ambiguïté? L'IA, c'est un système probabiliste, hein. Elle devine le mot suivant. Le langage naturel, par définition, c'est flou. C'est vrai qu'on ne parle pas toujours de manière très carrée. Exactement. Du coup, si tu dis à l'IA un truc genre analyse ce dossier et donne-moi les chiffres, un jour, elle va te faire un tableau, le lendemain, un texte de 3 pages. Et le surlendemain, elle invente des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et pour un processus métier automatisé, cette instabilité, c'est juste inacceptable pour une entreprise. Donc, si je comprends bien, le XML et les variables, c'est pour lui mettre une sorte de camisole de force numérique? Une camisole structurante, oui. Le XML, c'est un langage de balisage. Ça permet de mettre des étiquettes super claires, son information, Du genre une balise pour le rôle de l'agent, une autre pour les données brutes. et une autre pour le format de sortie exact, sans aucune fioriture autour. Ah, je vois la logique. C'est vrai que si un logiciel comptable doit lire le résultat de l'IA de manière automatique, on peut pas avoir l'IA qui commence par «Bonjour, voici les chiffres avec grand plaisir». Bah non, le système comptable, il plante direct si elle fait ça. Du coup, le XML force l'IA à juste cracher la donnée brute. On crée un environnement déterministe pour une machine probabiliste. C'est exactement l'enjeu. On force l'IA sur des rails. C'est ça qui permet de lancer le processus 100 fois par jour sans qu'un humain doive tout relire. On passe vraiment d'une conversation créative à l'usine au traitement industriel de la donnée? C'est le grand saut vers l'ingénierie avancée, ouais. Bon, une fois qu'on a ce nouveau langage hyper structuré, où est-ce qu'on s'en sert? Parce que les sources montrent qu'on n'est plus du tout sur une page web classique. À ça, non. Fini le navigateur. Le deuxième module de la formation parle d'installer des outils très spécifiques. Oui, j'ai vu ça.
On parle de Claude Code, de Gemini CLI et de l'éditeur VS Code. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on rentre dans le dur du système d'information. Exactement. Pour ceux de notre audience qui ne seraient pas familiers, VS Code, c'est le bureau classique du développeur. Mais CLI, ça veut dire Command Line Interface, non? Oui, l'interface en ligne de commande. Le fameux écran noir avec le texte blanc, comme dans les films de hackers. Voilà. Donc, si je file mon analogie de tout à l'heure, VS Code et les CLI, c'est le nouveau bureau de l'agent IA dans l'entreprise. C'est une bonne image. L'IA n'est plus un truc externe dans le cloud, elle est installée sur le poste de travail. Mais alors, il y a un autre truc qui m'intrigue dans ce module. Il parle beaucoup de l'intégration de serveurs MCP pour Model Context Protocol. C'est quoi concrètement? Alors le MCP, c'est sans doute la révolution technique la plus importante pour l'automatisation. Ça soulève une question importante sur l'accès à l'information. C'est-à-dire? Jusqu'ici, si tu voulais que l'IA t'aide sur du code, tu devais chercher ton fichier, copier le texte, ouvrir le navigateur, coller le texte. Lui expliquer tout le contexte à la main, récupérer sa réponse, la recoller. L'enfer, quoi. C'est super fastidieux. L'IA ne voit que ce que tu lui donnes. Elle est aveugle au reste du projet. C'est notre fameux stagiaire, mais enfermé dans un placard, et on lui glisse des bouts de papier sous la porte. C'est tout à fait ça. Eh bien, le serveur MCP, c'est ce qui ouvre la porte du placard. Ça donne à l'agent IA des yeux, des bras et des clés d'accès. Ah ouais, carrément. Donc c'est une sorte de ligne téléphonique directe avec les archives de l'entreprise. Exactement. C'est un traducteur universel. Si l'IA a besoin de voir comment la base de données est faite, elle utilise le MCP pour interroger le serveur local toute seule. Attends, vraiment? L'agent peut se balader dans les dossiers de l'ordinateur de manière autonome? Totalement. En temps réel. Il analyse l'architecture globale pour formuler sa solution. Ce n'est plus un outil externe, c'est un acteur intégré. Ok, mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que le dernier jour de la formation, il déploie concrètement ses agents. Oui, avec la création de workflows semi-automatisés. Et quand on voit les capacités, on parle de développer des outils en Python ou Node.js pour que l'IA puisse faire des copies d'écran, chercher sur le web, et surtout, interagir avec Git. Ah, Git. Le point culminant. Pour bien situer, Git, c'est le système de contrôle de version. C'est le coffre-fort où se trouve tout le code source de l'entreprise. Le cœur battant de la production, oui. Donc si l'IA peut modifier Git, elle ne fait plus juste des suggestions, elle modifie carrément les fondations de l'application. Mais je me fais l'avocat du diable 2 secondes. C'est pas ultra risqué, hein? Si, bien sûr. C'est la terreur de tous les directeurs techniques. Bah oui. Si l'IA hallucine ou fait n'importe quoi, elle peut effacer un module critique ou créer une grosse faille de sécurité. C'est pour ça que la formation insiste sur un mot très précis. Si l'on relie ça à une vision plus globale, Jérôme Yavaron parle de workflow semi-automatisé. Semi. D'accord. On ne la laisse pas tourner toute seule le week-end, en fait. Jamais de la vie. L'idée, c'est que l'agent fait le travail lourd, il lit les fichiers via MCP, il écrit le correctif en Python. Et ensuite? Au moment de valider et de faire le commit sur Git, le système s'arrête. Il montre son plan à l'ingénieur, et c'est l'humain qui garde le droit de veto absolu. Ok, ça me rassure un peu. Ça me fait penser à ce concept qu'il mentionne, le vibe coding. J'adore l'expression, mais ça fait un peu bizarre à côté du XML hyper rigide dont on parlait. Ouais, ça sonne un peu comme si on codait en écoutant du jazz, tranquillement. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, le vibe coding? En fait, ça illustre le nouveau rôle de l'humain. Avant, le développeur passait un temps fou sur la syntaxe à chercher un point-virgule manquant, de l'exécution pure. Le truc hyper frustrant. Avec le vibe coding, l'ingénieur ne tape plus vraiment de code. Il donne juste l'intention architecturale, la direction globale, en langage naturel de haut niveau ou avec un prompt très structuré. Genre, fais-moi un module de connexion sécurisé relié à la base client. Voilà, il donne la vibe du code, l'ambiance globale, et l'agent IA génère les 500 lignes de syntaxe compliquées. En gros, l'ingénieur humain devient une sorte de réalisateur de cinéma. Il donne sa vision et l'équipe technique, donc l'IA, place les caméras et tourne la scène. C'est la métaphore parfaite. L'ingénieur passe du statut d'artisan à celui d'architecte et de superviseur. Il relie, il valide, et ça va infiniment plus vite. C'est pour ça que l'objectif de la formation, c'est de repartir avec des cas d'usage métiers résolus. L'impact sur la productivité est énorme. Et immédiat. Un truc qui prenait 3 jours peut se faire en quelques heures. Ce qui explique pourquoi cette formation de niveau expert n'est pas juste un petit truc de niche à Paris. Le document précise que c'est proposé dans plus de 12 villes. Lyon, Marseille, Toulouse, Lille. L'industrialisation de cette compétence est en marche, clairement.
En 2026, avoir ChatGPT, ça ne donne plus aucun avantage. Tout le monde l'a. La vraie différence, c'est de savoir orchestrer ces agents, les brancher sur les serveurs locaux et faire du vibe coding. Exactement. C'est le nouveau capital technologique des entreprises. Eh bien, ça nous permet de bien résumer notre exploration d'aujourd'hui. On voit bien que l'époque de la simple question au chatbot est révolue pour les pros. On est dans la structuration stricte de la donnée, les interfaces de commande et l'action directe sur le code de l'entreprise. Et le message pour ceux qui nous écoutent, c'est que la valeur humaine va changer. On ne sera plus payé pour exécuter des tâches répétitives ou écrire du code basique. Non, l'agent IA le fera mieux et plus vite. Le rôle de l'humain, ce sera vraiment le management de ces agents virtuels, être le chef d'orchestre. Mais du coup, avant de terminer, j'ai une réflexion un peu provocatrice qui me vient, basée sur le programme. Je t'écoute. Le document dit que les ingénieurs vont créer des outils spécifiques en Python ou Node.js pour équiper leurs agents IA. On est d'accord. Oui, pour qu'ils soient plus performants dans leur environnement. Mais on vient de passer un quart d'heure à dire que ces mêmes agents sont désormais capables d'écrire du code, de chercher sur le web et de modifier Git de manière autonome. Ah, je vois où tu veux en venir. C'est vertigineux. Bah oui, combien de temps ça va prendre avant qu'un agent IA qui bloque sur une tâche décide tout seul de concevoir son propre outil en Python, de se l'installer et de le partager aux autres agents du réseau? Sans rien demander à l'humain, évidemment. Sans rien demander, oui. Si la machine commence à fabriquer ses propres outils pour s'auto-améliorer en temps réel, à quel moment l'ingénieur humain, même expert, ne devient-il qu'un simple spectateur de son propre système d'information? C'est la grande question. Est-ce qu'on est les chefs d'orchestre ou juste ceux qui allument la lumière dans la salle de concert? C'est une réflexion fascinante à méditer. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage et on vous laisse y réfléchir.